Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Nous sommes à Québec, au Québec. Bienvenue à votre podcast sur l'IA. Comment allez-vous? Ma gang d'agents IA qui brûlent des tokens et tous mes crédits sur Claude et qui rêvent de moutons électriques le soir. Au programme cette semaine, actualité, chronique libre, mais ça va être un format réduit cette semaine. Ce sera un IA café, mais un IA café espresso là, avec macchiato, mais ce sera bien un petit peu plus court. Nous sommes seulement deux aujourd'hui, donc bien caféiné, mais un petit peu plus serré. Tiens, on va y aller comme ça. Je ne sais même pas en même temps, je dis ça. Avec Sylvain Munger, ça peut durer assez longtemps. Sylvain, comment ça va? Ah ben ça va super bien. Occupé, mais ça va bien, et toi? Très bien. Est-ce que tu joues à des jeux de guerre et de stratégie encore? Je sais que Sylvain, non seulement politologue, je dis tout le temps politicologue, mais politologue et joueur offensif et stratégique qui est parfois tricheur à des jeux de guerre. Est-ce que tu fais encore ça? Oui, mais ça, c'est pour le Monopoly. Hein. J'ai juste fait un aveu concernant le Monopoly. Il ne faut pas généraliser à partir de là. Non, je pensais Mais, que tu fomentais un plan là, pour lutter contre les GAFAM. Là. C'est pas ça? mais je joue en ligne. Hein. Je joue beaucoup à Age of Empires, des jeux comme ça. Là, mais je peux pas tricher. On peut pas tricher en ligne. Là, mais sinon, j'ai un projet aussi de Wargame sur plateau. Et cet été, je vais commencer à me... J'ai intégré une communauté Facebook là, de joueurs, fait que je vais m'initier à ça tranquillement cet été. Je crois pas qu'il va y avoir une très très grande tolérance pour les joueurs essayant peut-être d'avoir des dispositions de tricheurs. Donc je vais devoir rester dans le droit chemin. Un jour, on vous racontera quel genre de stratégie Sylvain est capable de déployer. C'est la première fois qu'on se voit depuis notre enregistrement au rendez-vous numérique. Rappelez-vous, c'était le 15 avril dernier. Vous avez sûrement écouté l'épisode de notre enregistrement devant le public. On a fait nos prix IARC et Lovelace. Première partie, on va sûrement faire une deuxième partie là, d'ici la fin de la saison. Comment tu as trouvé ton expérience, ta deuxième expérience au rendez-vous numérique, Sylvain? Ben, j'ai aimé mieux ça. On était dans une meilleure salle. Je me souviens pas si la dernière fois on avait le même créneau aussi, là, mais il y avait plus de gens. Il y avait plus de gens dans la salle. Puis aussi, je trouve que la circulation aussi, il y a eu des bons commentaires. Hein. On a eu plusieurs commentaires sur l'enregistrement qu'on a fait. Il y a des gens qui faisaient un peu leur top. Je crois que c'est la mode maintenant, là, quand il y a des événements dans les communautés entrepreneuriales. Là, ils font les top 3 là, de mes coups de cœur, Leur les kiosques. découverte, les C'est coups de ça, les cœur, meilleures ouais, c'est vrai. découvertes, les meilleurs kiosques. Puis, on a apparu dans quelques endroits. Hein, donc, je le dis avec immodestie complète, mais bon, voilà. On fait partie des coups de cœur de plusieurs personnes qui ont fréquenté l'événement. Voilà. Oui, vraiment. Puis c'était le fun aussi. Il y avait une période de... La dernière fois, on n'a pas fait de période des questions. Puis c'est l'organisation qui a dit, ah, restez assis là, on va faire une petite période des questions. Il y a sûrement des questions dans la foule. Puis effectivement, les questions étaient très pertinentes. Ça nous a amené sur plusieurs sujets. Ouais, comme tu disais, là, plusieurs beaux commentaires sur LinkedIn, entre autres. Là, c'est le réseau là, IA où ça se déploie le mieux, je dirais, là, ce genre de discours-là. Là. Tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est professionnel là-dessus. D'ailleurs, je salue, c'est quoi, qui avait commenté? Julie Simard. J'ai vu aussi Nuna Delphine Yeo, la gang de Vidence Kofomo, évidemment. Puis, ben, toute la gang des rendez-vous numériques, d'ailleurs, que je remercie au passage. Il y avait Caroline Labrie, Sabrina Métivier, puis l'accueil, la technique, la salle, le lunch, le café, tout était là. Puis le superbe lieu qu'est le terminal des croisières. Puis l'enregistrement est top. Cette année, on a perdu personne. L'année passée, on avait perdu l'enregistrement de Fred. Mais là, ça va. Est-ce qu'on y retourne l'année prochaine? On verra bien, mais si l'invitation est là, pourquoi pas, hein? Oui, on va voir. Peut-être qu'on va recevoir une invitation de la. Écoutez, on est écouté un peu partout
dans la francophonie, là, on pourrait recevoir une invitation de la France, qui d'autre dans nos stats? Belgique, Maroc, Congo. Congo, on est le premier podcast dans la catégorie social science en français. Pas pire quand même. Puis, donc, Qui l'eût cru, hein? Qui l'eût qui l'eût cru? cru, qui l'eût cru. Mais c'est ça qui est le fun. D'ailleurs, si vous faites partie de la francophonie ailleurs qu'au Québec, écoutez, on aime le Québec, on est là, on aime ça. Mais en France, on a Shirley, on a toujours Stéphane qui sont là en France, mais ailleurs dans la francophonie, ce serait le fun de vous avoir. Donc, si vous nous écoutez, si vous êtes en Belgique, en Suisse, au Maroc, partout où ça parle français, partout où ça tripe IA, ça vous tente de jaser dans un micro, faites-moi signe, puis on verra comment on peut vous intégrer à l'équipe. Véro est rentré comme ça dans l'équipe. Sylvain, c'est-tu comme ça que tu avais rentré? Oui, c'est comme ça aussi, t'écoutais les épisodes? Moi, j'avais vu passer une annonce de toi qui était en recherche désespérément de collaborateurs. Sur LinkedIn ou? Je crois que oui, fait que j'ai eu pitié. Fait que j'ai dit, je vais y aller, je vais tenter le coup, je vais le sauver. Écoute bien. Ah non, mais, ah non, mais je n'étais pas si désespéré que ça. Non, c'est une blague, c'est une blague. Mais c'était pendant la pandémie, c'était juste après le confinement, si je me trompe pas. Là, c'est ça, puis on avait quand même de la difficulté, je dirais. Mais c'est toujours dur au début, on était 3, 4, puis on a tous des horaires assez bien denses, je dirais comme ça. On en Puis, a perdu d'ailleurs dans en cours de route. Il y en a qui sont totalement occupés. Puis puis c'est normal. Puis, oui. il faut voir où on peut rentrer ça dans nos horaires. Puis c'est pour ça que là, on est quasiment rendu 9 là, dans l'équipe. Puis il y a un roulement. Puis on réussit à avoir tout le temps au moins 2, 3 personnes. Si tu vois, je dis ça, puis cette semaine, c'est exceptionnel. Là. On est juste nous deux. Mais voilà. Donc, si vous êtes ailleurs dans la francophonie, ça vous tente de participer à un podcast. On a toujours du plaisir, c'est une belle gang, donc faites-nous signe. OK, on va sauter dans dans le cœur de notre épisode. J'avais pensé à quelques chroniques, quelques réflexions. Puis là, il y a juste Sylvain et moi, donc on va partager nos réflexions, qu'est-ce qui nous occupe un peu. On va essayer de garder ça court. Sylvain, de quoi tu avais envie de nous parler cette semaine? Ben moi, mon premier point, c'est en fait plusieurs. C'est une catégorie. Là. C'est une catégorie d'articles là, que je vois passer. Parfois, c'est dans des journaux. Parfois, ça peut être des textes en format un peu plus long. Là. Mais je tombe sur des articles qui vont à peu près tous dans le même sens. Là. C'est que c'est un constat là, que certains acteurs majeurs de la tech américaine, là, les GAFAM, on n'a pas besoin de les nommer, là, les grandes entreprises, les startups, cherchent de plus en plus dans le discours, là, il y a des traces là, où on peut repérer là, des éléments de langage cherchant à réenchanter un petit peu l'intelligence artificielle, en la présentant de plus en plus moins comme un outil, mais de plus en plus comme une mission morale, spirituelle et voire chrétienne. Et là, ça va peut-être donner chrétienne. Bon. Oui, ça va donner... C'est là qu'on est rendu, là. Ouais. Et oui, l'évangélisation va jusque-là. Là. Comme stratégie, au moins, comme stratégie discursive pour légitimer la technologie, oui. C'est-à-dire qu'il y a de la part des acteurs, hein, je vais généraliser, hein, c'est sûr qu'il y aurait des subtilités, là, si on va dans le détail, là, dans le grain fin, là, disons, de l'analyse, ça pourrait être un portrait un peu différent, mais là, je vais y aller sur un format généralisé. Là. Mais c'est qu'il y a quand même un constat là, chez les acteurs de la tech qu'il y aurait une méfiance grandissante là, du public envers l'IA, là, où ces acteurs-là essaieraient de produire une forme d'apologétique technologique. Autrement dit, un discours de défense de l'IA qui emprunte au registre de la foi, du salut, de la vocation, du combat moral. Et l'idée, ce n'est plus de dire l'IA, elle est utile. L'IA va améliorer la productivité du travail, la prospérité, l'économie, la croissance et tout ça. Non. Il s'agit plutôt de dire l'IA est du côté du bien, du progrès, de la liberté et peut-être même du plan de Dieu. Hein, dans certains cas, je vais y venir. Et c'est là que la grille d'analyse du sociologue Jeffrey Alexander, qui était un sociologue de la culture, là, devient intéressant parce que chez lui, toute action sociale, donc tous les acteurs sociaux, toute action sociale doit être mise en forme devant un public
pour être comprise, reconnue et jugée légitime. C'est ce qu'il appelle une performance. Et il emprunte vraiment l'idée, là, il faut vraiment avoir en tête une performance théâtrale. Là, dans la vie sociale, les acteurs ne font pas simplement des choses, ils les mettent en scène. Donc, ils jouent un rôle, donc comme si c'était un script. Ils utilisent des symboles, ils racontent une histoire et cherchent à produire une impression chez un public. Et c'est en ce sens-là que la religion agit comme une sorte de refusionneur de sens, c'est-à-dire qu'elle permet d'aligner la présentation de l'IA sur des scripts culturels qui sont déjà connus. Donc, de s'appuyer sur un registre, un lexique, un répertoire de sens et de signification qui est déjà connu pour le public. Donc, la mission, le salut, le combat entre le bien et le mal. Autrement dit, elle permet aux gens de comprendre l'IA à partir d'un langage qui peut être emballé dans la religion, qu'ils connaissent déjà. Et on peut résumer la chose ainsi. L'IA ne serait pas simplement une technologie adoptée, mais une cause à défendre, presque une obligation. Et c'est notamment, on observe la chose chez certains chrétiens évangélistes conservateurs aux États-Unis. On pourrait appeler ça, comme je l'ai vu passer, là, l'évangile de la prospérité technologique. Là où l'ancien évangile, la prospérité disait « la foi peut vous rendre riche riche dans l'au-delà », là, ici, la proposition est inversée et modernisée. C'est-à-dire la technologie pour vous rendre riche, puissant et vous faire passer pour un bon chrétien, ici et maintenant, dans le monde matériel. Pour beaucoup de publics, l'IA apparaît comme une technologie qui a beaucoup de problèmes. Hein. Il y a des enjeux énergétiques, environnementaux, il y a aussi la question là, de manipulation de notre attention, l'économie des plateformes, deepfake et tout ça, là, on ne les nommera pas tous. Mais dans certains milieux conservateurs, et ça, ce qui est intéressant, c'est que l'IA aux États-Unis est en train de gagner, si on veut, la scène de la guerre culturelle entre la droite et la gauche. Là, ça devient un enjeu de plus en plus là, de guerre culturelle entre la droite et la gauche. Et pour certains, surtout là, dans la frange fondamentaliste chrétienne, là, l'IA serait, elle est perçue de plus en plus comme une espèce de cheval de Troie qui pourrait amener un monde post-humain, post-national et voire post-chrétien. Et il y a une partie de cette droite religieuse-là qui voit cette technologie-là comme une menace spirituelle et même, voire existentielle. Donc, ils vont s'appuyer sur les risques qu'on connaît tous. Ou aussi, par exemple, j'ai vu dans un cas là, où on mobilisait là, un chercheur qui s'appelle Toby Ord là, du Future of Humanity Institute d'Oxford, qui a produit un livre qui est très... qui est un peu décourageant là, quand on le lit. Je n'ai pas le titre en tête, là, mais c'est vraiment... c'est quoi les risques, en fait, de l'IA. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il calcule les probabilités des causes probables de l'extinction. Ben, qu'est-ce qui pourrait entraîner l'extinction des humains sur Terre? Il dit que les grandes catastrophes naturelles, ben, ça reste très peu probable. On parle d'une chance sur 10 000. Hein. Ça inclut une chute d'un astéroïde, une super éruption volcanique, par exemple. Dans le cas d'une guerre nucléaire ou d'un dérèglement climatique extrême, ben là, la probabilité elle est plus élevée. Là, on parlerait d'une chance sur 1000, ça, selon ses calculs à lui et de son équipe. Pour la pandémie, on serait à une chance sur 30, donc une espèce de virus zombie là, qui frapperait la Terre, on est à une chance sur 30. Par contre, pour l'IA, là, la probabilité, c'est une chance sur 10. Et donc, vous avez des faits comme ça, des faits scientifiques, qui alimentent un peu cette espèce de fronde d'une certaine partie de la droite américaine à l'encontre de l'IA. Je vais donner un exemple aussi. Il y a Peter Thiel, qui est une grande figure, là, qui est un grand financier. Bon, on en a déjà parlé. Eh bien, lui, justement, est un bel exemple de quelqu'un, d'un acteur qui va mobiliser le registre religieux là, à des fins, si on veut, idéologiques. C'est peut-être lui qui a le discours le plus théologiquement chargé. Parce que pour lui, l'antéchrist, et ce sont ses mots, hein, il donne des conférences où c'est ça le titre, là, l'antéchrist, machin, l'antéchrist, ceci, cela. Là. Donc, pour lui, l'antéchrist, c'est celui qui empêcherait le progrès technologique. Il affirme que dans le monde contemporain, l'antéchrist n'est plus le savant fou, le Dr. Strangelove, mais c'est un peu le luddite, hein, celui qui veut arrêter la science, qui veut arrêter le progrès. Donc, il inclut là-dedans les régulateurs,
les juristes, les militants climatiques, les Les critiques de l'IA. technocritiques Exact. comme nous, là, on verse du côté de l'antéchrist. On serait antéchristiques. On serait des figures antéchristiques selon J'haïs pas Peter l'idée. Thiel. Ouais. Pour lui, il va dire en fait que ceux qui critiquent le progrès de l'IA, c'est des antéchrists. Et aussi, ça prend souvent la figure d'une espèce de gouvernement mondial, là. Et donc, pour appuyer sa démonstration, il va mobiliser tout l'imaginaire chrétien apocalyptique pour soutenir une position, en fait, qui est idéologique, là, mais qui en appelle, en fait, à déréguler cette technologie-là, au laisser-faire, à l'innovation en accéléré, si on veut. Donc, il sacralise le progrès technologique. C'est ça qu'il fait. Il faut le sacraliser, il ne faut pas y toucher, il faut le laisser aller, il faut libérer son pouvoir. Laissons ce Dieu se manifester, puis arrêtons de le brimer. Exactement. Et dans ce cas-là, justement, c'est plus simplement une technologie, là, l'IA. Ça devient une épreuve de foi. Parce que si vous êtes contre, il ne s'agit plus d'être prudent ou critique. Hein. C'est vraiment de risquer d'être présenté comme un ennemi du progrès, comme un ennemi de la nation, hein, parce que là, il y a des considérations géopolitiques, et voire de Dieu aussi. Donc, c'est un renversement total de la figure de l'antéchrist traditionnel, parce que dans une lecture chrétienne classique, l'antéchrist est associé à la fausse promesse de salut. Donc, c'est une puissance terrestre qui prétend sauver l'humanité, d'abolir les limites et d'instaurer une paix artificielle, unifier le monde, mais qui remplace Dieu par une fausse idole. Donc, si on reste dans cette lecture-là, on pourrait facilement dire que l'IA, c'est l'IA qui est antéchristique parce qu'elle promet une forme de salut sans Dieu. Mais avec Thiel, c'est pas ça. Il inverse complètement le sens parce que la prudence devient péché, la régulation devient menace eschatologique et l'accélération technologique devient résistance spirituelle. Et ce qui est intéressant aussi, je vais recoller ça et je vais finir là-dessus, c'est que le débat de l'IA est entré dans la guerre culturelle américaine. Hein. Aux États-Unis, vous avez une nouvelle tendance politique qui est en train d'émerger, qui s'appelle le populisme IA, avec comme figure de proue Steve Bannon, qui est l'architecte même du mouvement MAGA, qui a été stratège de Donald Trump de la première campagne, là, et puis il a pris ses distances. Il a publié, il y a quelques semaines, une lettre qui a circulé beaucoup, qui a été signée par une soixantaine de personnalités conservatrices qui ont été, peut-être qu'ils ne le sont plus, mais qui ont déjà été fidèles à Donald Trump. Et il se dit là-dedans convaincu qu'un nouveau clivage est en train de redéfinir le paysage politique contemporain. C'est-à-dire, vous avez ce clivage-là, c'est l'humain opposé à la machine. Et donc, sa proposition, c'est d'essayer de faire, c'est de passer du America First en Humans First. Et la lettre appelle à davantage, et ça c'est là que c'est un peu paradoxal, mais elle appelle à davantage de régulation de la part des pouvoirs publics et associe aussi les élites de la Silicon Valley aux méchants mondialistes et qui se colle un petit peu une espèce un discours un peu pseudo-conspirationniste un peu là-dedans. Donc, c'est assez intéressant de voir ça se passer. Et je vais finir avec un fait divers. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a été directement visé par une tentative d'assassinat en avril dernier. Hein. Le suspect, c'est un Texan de 20 ans, là, nommé Daniel Moreno Gama. Ce qui est intéressant, c'est que ce type-là possédait un manifeste anti-IA dans lequel il présente, il y a plusieurs points, hein, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu des comptes rendus, là, mais d'abord, il y a une liste de personnalités de la tech à abattre, hein, il y a ça. Ensuite, il y a toute une réflexion. La liste est connue? Oui, je pense que oui. C'est l'FBI. Là, il y a quelques noms. Je ne sais pas combien il y avait de noms complets, mais il y avait une liste de personnalités. Il disait ces personnes-là, c'est un peu, pensez un petit peu le manifeste a un peu une tonalité un peu comme dans Terminator 2. Vous savez, quand Sarah Connor essaie d'aller éliminer Dyson, là, qui va créer Skynet, là-dedans, c'est un peu la même idée. Il est là-dedans. Là. C'est il est vraiment Sarah ça. Connors dans sa tête. C'est ça, sauf qu'il n'y a pas juste un Dyson, il y en a plusieurs. Donc, il faut aller abattre ces éliminer Dyson-là. les ennemis avant que la singularité l'IA générale, la singularité arrive et mène à l'extinction des humains sur Terre. Donc, ça, c'est pas... c'est articulé. Ça fait penser un peu à Yuma Bomber, là,
Ted Kaczynski, de son nom, là, qui était c'est un environnementaliste, qui était très technophobe, là, qui envoyait des colis piégés là, à des scientifiques là, pour les descendre. Donc, on s'inscrit là-dedans. Et sur les forums Discord là, d'activistes et sur son propre compte Instagram, il agissait sous le pseudonyme, et je trouvais ça intéressant, mais de djihadiste butlérien. Ceux qui sont familiers à l'univers de Dune, là, le djihad butlérien, ça, c'est une grande révolte, une grande guerre qui a eu lieu je crois que c'est plusieurs millénaires hein, avant Dune, ou en tout cas, c'est plusieurs siècles. Là. Une grande révolte de l'humanité contre les machines pensantes. C'est vrai, dans Dune, il avait éliminé l'IA. Oui, il n'y en a plus, c'est ça. Il n'y en a plus, il n'y a plus de robots pensants, il n'y a plus d'IA, là, parce qu'il y a eu une guerre qui a opposé, c'est comme dans la Matrice, il y a eu une singularité, il y a eu une guerre des humains contre les machines, sauf que dans ce cas-là, ce n'est pas les machines qui ont gagné, c'est les humains. Et ils ont prohibé complètement cette technologie-là. C'est pour ça que vous n'en voyez pas dans les films de Villeneuve. Exactement, c'est pour ça qu'il n'y en a pas, et c'est pour ça qu'ils se battent au couteau et à l'épée aussi. Hein. Mm-hmm. Donc, voilà. Fait que lui, c'est ça, il était dans ce registre-là. Il est un frère du nouveau djihadiste butlérien. C'est ce qu'il en appelle. Et là, je trouve ça intéressant parce que là, c'est à se demander si est-ce que c'est un type qui est complètement cinglé puis qui est un loup solitaire qui va rester, son action va rester comme quelque chose de singulier, hein, qu'il n'y aura pas de suite, qu'il n'y aura pas personne d'autre qui va essayer de faire la même chose. Ou est-ce qu'on n'assiste pas à une espèce de forme de nouveau terrorisme là, qui combinerait le néoludisme, là, c'est pas le mouvement du 19e siècle qui voulait casser là, des moulins à coudre, là, si on veut, là, des machines industrielles pour stopper le progrès, et qui puiserait aussi dans les théories collapsologiques là, qui circulent aussi beaucoup aujourd'hui, comme de quoi la civilisation industrielle est appelée à disparaître. Donc, je ne sais pas. Donc, ça, c'était mon premier point. Je sais que j'ai été beaucoup plus long que ce que j'avais dit, mais puisqu'on est juste deux, je me suis permis plus de liberté. T'en profites, là. Ben, très intéressant, très, très profond, Sylvain. Bien hâte de voir ce qui va résulter. C'est sûr que quand on a des discours, nous autres, on verse plutôt dans le techno-critique. Puis c'est sûr que quand tu regardes une courbe normale, là, c'est ça. Il y a toujours dans les extrêmes certains types de discours, puis des gens qui vont radicaliser un type de discours. Puis notre discours qui est plutôt techno-critique modéré, mais si tu regardes dans les extrêmes, tu peux avoir évidemment, je ne serais pas surpris qu'il y ait ça là, de la même façon que à l'autre bout du spectre, il y a ceux qui sont très techno-optimistes puis qui sont prêts à vendre ça puis à l'ériger sous la nouvelle forme d'un dieu, ben, il va y avoir le mouvement contraire. Puis l'autre extrême, c'est probablement des personnes qui ressembleront à ça, qui vont s'attaquer à des figures qui incarnent ça, qui incarnent cette figure-là, puis les dangers qui sont associés à ça. Il y a Eric Schmidt, hein, qui est l'ancien PDG de Google, là, qui est très actif hein, sur ces discours-là, mais qui est allé faire un discours dans le cadre de remise de diplôme d'une grande université. Je ne me souviens pas c'est laquelle. Là. Ça sera à voir, là, mais c'est l'université Ivy League, là. Excusez-moi, et dans lequel il s'est fait huer. Il s'est fait huer. C'est un mouvement qu'on voit en ce moment. Là, sur les réseaux sociaux, ça commence à circuler. Là. Dans les discours de collation des grades, on est là-dedans en ce moment. Là. Il y a des figures de proue là, qui se présentent à l'avant puis qui font les discours inspirants. Puis là, dès qu'ils mentionnent l'intelligence artificielle, bouh! Puis ça... Donc là, la critique devient plus explicite, je dirais, là, où l'opposition commence à se fomenter. OK, ben merci. Merci Sylvain. De mon côté, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est tout chaud. Tout chaud, Sylvain. Ça va être publié aujourd'hui. C'est la nouvelle stratégie fédérale canadienne sur l'intelligence artificielle. Je sais pas, peut-être même là, on est le 4 juin midi, peut-être même qu'elle est publiée là, au moment où on se parle. Là, j'ai pas regardé avant de commencer. D'ailleurs, je dois faire une espèce de compte rendu de ça officiel. Donc, je pensais que c'était plus tard un peu, mais là, ça m'avait ajouté du travail par rapport à ce que j'avais planifié. Bon, c'est bon. Merci beaucoup pour ça. Hein. Ça fera plaisir. C'est là qu'on voit comment on est remercié à participer à un podcast. On se fait rajouter du travail comme ça. Ça va gâcher ma journée. Oui, il y a ça. Mais là, je te propose un petit résumé à partir de la rumeur, puis ceux qui ont eu accès à des versions
préliminaire de la politique en question. L'objectif global de la politique, on va nous annoncer ça incessamment, accélérer l'utilisation de la technologie IA par la population en général et l'accélérer dans les entreprises. Donc ça, c'est l'objectif général. Les cibles qui ont été identifiées, accroître l'adoption de l'IA en entreprise. Donc ce qu'on souhaite, là, c'est passer de 12% à 50% des entreprises d'ici 2030. Ben, ça promet, ça. J'ai hâte de voir, mais il y a plusieurs compagnies qui produisent des services IA, j'y reviendrai plus tard, qui risquent de se lécher les babines en ce moment. Des cibles en matière d'emploi, donc ce qu'on souhaite créer, c'est 90 000 postes pour les jeunes associés à l'IA. On va voir à quoi ça va ressembler. Soutenir 250 000 nouveaux emplois dans l'ensemble de l'économie. Donc, accroître l'emploi associé à l'IA, du moins ça s'inscrit en faux là, avec l'idée de la théorie du remplacement. L'IA va rentrer dans notre vie, puis au même moment, il y a des emplois qui vont être coupés. On n'est pas dans cet esprit-là, pas du tout. Une autre cible en matière d'éducation, toucher 1 million d'étudiants postsecondaires, former 3000 enseignants. J'ai hâte de voir comment les former, c'est toujours le fun, mais moi, je suis dans la formation, puis la question, c'est toujours, c'est pas, tout le monde veut être formé, mais comment, puis qu'est-ce qu'on va leur donner comme formation, qu'est-ce qu'on va leur dire. Autre cible sur la sécurité. Là, j'ai pas trouvé d'informations, j'ai hâte de voir la version finale pour voir là, s'il y aura des infos plus précises en matière de sécurité publique, là, mais pour l'instant, j'ai rien vu. La cible la plus importante pour moi, ça me préoccupe en ce moment, là, c'est l'idée de souveraineté numérique. Donc, celle-là, elle est clairement énoncée dans la politique de notre gouvernement Carney. C'est son nom ici au Canada. Donc, ils vont insister sur, puis là aussi, ça se voit dans d'autres pays en ce moment, là, l'idée de la nécessité d'une IA souveraine, puis souveraineté technologique, souveraineté des données, souveraineté numérique. Il y a toutes sortes de façons de dire ça, mais c'est l'idée d'avoir plus de pouvoir à l'interne puis être moins dépendant là, des GAFAM. Donc, soutenir les politiques que j'ai lues, soutenir les PME, là aussi face à leur dépendance étrangère, donc des PME canadiennes là, qui, en ce moment, c'est ce qu'on voit, là, des PME qui entraînent leur modèle puis qui travaillent sur des plateformes info-nuagiques étrangères. Puis là, les capitaux se promènent, puis se retrouvent dans des pays externes, puis il y a des données sensibles aussi, puis des données qui ont des enjeux en matière de propriété intellectuelle qui se retrouvent hors du pays, pas juste en Chine, mais dans des serveurs aussi aux États-Unis. Il y a nos organismes publics, ça fait partie des enjeux, là, puis j'en ai parlé ici et ailleurs d'ailleurs, qui stockent leurs données sur des serveurs AWL chez Amazon ou Azure chez Microsoft. Puis c'est ça. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec le Cloud Act là, qui donne le pouvoir au gouvernement américain le pouvoir de réclamer tout, là, c'est-à-dire s'ils le souhaitent, ils peuvent réclamer l'accès à des données publiques. Là. Moi, je regarde ce qui se passe avec je collabore en ce moment avec le domaine de la géomatique. Là. Il y a des cartes de nos villes, des cartes de nos fonds marins, les cartes de nos forêts, de nos terres, c'est pas rien, là. Toutes ces cartes-là, c'est des données, puis c'est des données qui sont stockées sur des serveurs américains, essentiellement. Donc, il y a quand même des enjeux de sécurité publique, puis assurément de souveraineté numérique. Idéalement, là, ça serait intéressant d'être plus autonome et de reprendre un petit peu de pouvoir là, dans notre rapport à ces grandes puissances essentiellement américaines. Donc, c'est ça la politique en ce moment. C'est ce qu'on souhaite faire. J'ai hâte de voir la version finale de tout ça. Ça va s'appeler la stratégie IA Canada. C'est simple, hein? Ça se dit aussi en anglais. Je pense que c'est ça qu'ils font en ce moment. Dire les choses plus simplement. Bien hâte de lire la version finale, mais pour l'instant, là, c'est ce que j'ai pu détecter là-dedans. Est-ce que tu as eu d'autres vents de la politique en question, Sylvain?
Juste que c'est attendu, mais moi, la question que je me pose tout le temps là-dedans, c'est que même si l'intention, elle est là, le problème, c'est toujours après, même si le Canada, c'est petit. Je veux dire, est-ce que l'écosystème canadien en tant que tel est capable de soutenir, est capable de vivre seul sans que les entreprises aient besoin nécessairement d'aller à l'étranger, parce que souvent ils sont rachetés, souvent c'est parce que j'ai encore vu un exemple cette semaine, là, c'était dans le domaine, c'était une start-up qui développait une technologie permettant de recharger des drones sans changer les batteries, donc à distance. Hmm. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais des drones aériens, des drones terrestres, et ils ont été rachetés par une entreprise américaine qui, justement, fait des affaires en Ukraine et tout ça. Puis c'est des contrats qu'eux n'avaient pas accès. Et en même temps, on vient de le perdre. Je veux dire, ça a été Mais racheté par typiquement, notre modèle économique, ça ressemble souvent à ça dans la technologie. Si tu réussis, t'es vendu à qui? À des puissances, puis des Oui. puissances, c'est Et j'ai souvent des vu aussi puissances américaines. passer, je ne le savais pas, c'est à vérifier, mais apparemment que dans GPT, le chat GPT, le T veut dire transformeur. Ben oui, transformant. Apparemment que l'origine de ça, là, là où ça a été codé, c'est sorti du laboratoire de Yoshia Bengio en 2014 ou en 2013, ça. Et bien, évidemment, ça a été publié, puis c'est en source ouverte, hein, c'est de la science. Donc donc, ce serait la genèse embryonnaire des grands modèles de langage. En tout cas, une des briques principales pour construire cet édifice-là serait sortie d'ici. Je veux dire, Ben on oui, en il a serait sorti récolté d'ici, puis absolument ça a été rien. vendu à des intérêts américains à l'époque. C'est le grand cycle. Donc, c'est intéressant, cette souveraineté-là, mais c'est sûr qu'on pour être souverain, on ne pourra pas développer from scratch notre propre technologie puis avoir les infrastructures, mais quand même, comment on peut Oui. assurer essayer de rétablir ce rapport de force-là pour être un petit peu plus autonome. Là. En ce moment, on est vraiment dans cette guerre des tranchées-là. Là. Ben, C'est ce qui difficile se de... discute Hmm. beaucoup aussi, ce serait de créer des réseaux de solidarité, de diversifier les partenariats. Autrement dit, juste au lieu seul, on ne peut pas y arriver. Hein. C'est pas possible d'arriver à une autonomie complète, une autarcie complète. Aucun pays ne peut, même pas la Chine, même pas les États-Unis, peuvent maîtriser complètement toute la chaîne Mais logistique de créer ça. des alliances Des avec alliances, d'autres oui, c'est pays ça. qui, eux aussi, veulent être plus Exact. autonomes face Exact. aux grands... Et de ne pas dépendre des géants, là, Ben, c'est ça. Chine, États-Unis, c'est Et je- vraiment dans cette dynamique-là, puis le Canada est vraiment dans cet esprit-là. Oui. Là. Je me demande, je sais pas, mais je vais regarder, là, mais je me demande combien de fois dans le rapport le mot empowerment apparaît. Ça doit Ah oui, apparaître. c'est un mot que tu surveilles. C'est parce que Empouvoirment qu'on dit en français. en pouvoir même, moi j'ai vu mise en capacité, qui est peut-être un peu mieux. Empouvoirment, ça décrit pas mal, mais c'est laid. Euh, mais je sais pas. Généralement, on le laisse en anglais, mais c'est parce que dans le milieu de tout ce qui est innovation, tout ça, on utilise tout le temps ça. Là. C'est très marketing, empowerment. Ils ont dû y aller en tir d'artillerie. Contrôle C'est F, assez nourri. on va sortir la politique, puis on va vous faire Ouais. un Faut savoir, portrait. parce que c'est sûr que ça apparaît partout, ça. On va surveiller ça aussi, Sylvain, le nombre de fois que empowerment va apparaître dans cette politique. Sinon, ben, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette politique. Publicité, j'en profiterai pour faire une petite publicité. Sylvain, est-ce que tu as remarqué qu'on avait un nouveau commanditaire? Non. Où est-ce que je l'ai pas vu dans l'affiche? Ben non, c'est dans les notes de podcast. Baseline, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, c'est pas le truc de David, ça? Exactement, Baseline, une coopérative de solidarité qui est basée à Québec, qui offre ses services d'accompagnement en intelligence artificielle à des PME québécoises. C'est pour ça que je disais que la politique, eux autres, ils vont être contents. Là. C'est exactement ce qu'on souhaite, aider des PME à former puis à offrir des services en intelligence artificielle. Ça a été fondé par qui? Ça a été fondé par, notamment, il n'est pas tout seul, mais David Beauchemin qui est dans cette équipe-là. C'est ça le lien avec notre podcast et Baseline, c'est David Beauchemin. D'ailleurs, je vais sûrement le réinviter Ouais, ce au serait podcast intéressant. éventuellement. Ce serait le fun de le voir. Puis voilà, ce sera notre nouveau commanditaire. Il y en a un autre qui se prépare, un commanditaire, là, mais je vais vous l'annoncer
incessamment. Merci aussi aux membres du Nexus 6. Je ne le fais pas tous les épisodes, mais c'est quand même important. C'est nos petits Patreons qui font des dons. Puis ça aussi, ça fait vivre, ça paye l'hébergement, entre autres du podcast. Je vais nommer Yves Lapierre, Clément Brunet, Pierre Girard, Damien Toribé, Vincent Bailey. Bailey plutôt, et Olivier Flukiger. Je vais le prononcer comme ça, Olivier. Merci aux autres aussi qui nous font le don généreux d'un petit like, un petit commentaire, puis un partage sur les réseaux sociaux. Je pense entre autres à Émile Grégoire qui nous écoute fidèlement depuis plusieurs années. Et qui, je crois, est en sabbatique. Hein? Il est en sabbatique, évidemment. J'ai une bonne mémoire. Émile, tu as une bonne mémoire. C'est un tech, une tête incroyable, Émile, pour avoir discuté avec lui à plusieurs reprises. Puis c'est ça, il partage, il écoute ce qu'on fait, ce qu'on dit, il commente, il partage. Ça, c'est un vrai. Donc, salut Émile. Puis un jour, je vais l'inviter lui aussi au micro. Émile, si ça te tente, fais-moi signe. OK, deuxième tour. Sylvain, de quoi tu avais envie de nous entretenir? Ouais. En fait, je vais partir encore une fois d'un petit article qui est paru dans le journal Le Point, là, qui est en accès libre sur le web. L'article traitait apparemment d'une nouvelle réalité. Hein. C'est la première fois que j'en entendais parler et ça a piqué un petit peu ma curiosité, ce qui m'a ouvert un petit peu les oreilles là, et les yeux. Donc, j'ai vu passer j'ai vu passer d'autres trucs intéressants par rapport à ça. Le sujet, c'est l'IA là, comme nouvelle intensification du travail. Non pas disparition du travail, on est habitué à ce discours-là. L'IA va remplacer le travailleur, va nous mettre au chômage, donc il va falloir inventer là, un salaire universel pour tout le monde. Là-dedans, on ne dit pas ça. On dit que l'IA va simplement intensifier le travail comme d'autres technologies l'ont intensifié avant. L'article parle d'AI Brain Fry. Donc, littéralement, ça veut dire cerveau frit par l'IA. Comme si on prenait votre cerveau et on le foutait dans la friteuse. Là. C'est vraiment ça. Oui, ça brûle. On voit, si on était d'une BD, là, on voit quelqu'un avec de la petite boucane là, qui sort de la tête. Là. Exactement. Et ça, c'est un terme qui vraiment commence à monter. Là. On en parle dans le milieu du travail. Je n'ai pas entendu Véro parler qui parlait du work slop AI aussi, qui s'inscrit dans cette mouvance-là aussi. Là. Donc, on verra dans le combat des concepts. Moi, je préfère Brain Fry quand même. C'est plus junk food. Hein? C'est un peu plus percutant. Ah oui, la friture, c'est vrai. OK. Ouais. Donc, c'est pour désigner, c'est simplement un concept là, pour désigner une fatigue mentale qui est liée à l'usage intensif de l'outil. Mais pas simplement ça aussi. Il y aurait, ça serait lié aussi à la surveillance constante qui est mobilisée, là, donc l'attention qui est mobilisée par le travailleur. Au fond, c'est juste de soutenir que le gain de productivité qui est apporté par les outils numériques se transforme en surcharge. C'est-à-dire, quand une tâche prend moins de temps, on n'en fait pas moins, on en fait plus. Le niveau d'attente monte, la hiérarchie s'ajuste et le travail s'accélère. Ça me fait penser à ce qui s'est passé avec les automobiles, hein, dû au fait là, de la crise du pétrole dans les années 70 où le carburant a vraiment explosé. Les constructeurs automobiles se sont mis à construire des véhicules moins énergivores, donc qui consommaient moins d'essence. Et là, on pensait à l'époque que qu'on allait avoir des gains en énergie, c'est-à-dire que les gens allaient moins acheter d'essence. Ça va coûter moins cher d'essence. Et ça, exactement. Alors que ce qui s'est passé, c'est que les gens ont simplement augmenter leur nombre de kilomètres parcourus. Donc, OK. Je pensais que tu allais me dire de plus gros moteurs puis de plus grandes distances parcourues. On pensait qu'on allait avoir un gain, c'est-à-dire qu'on allait moins consommer. En fait, c'est pas ça. Ça a juste multiplié le nombre de kilomètres. Au lieu d'avoir 50 kilomètres par jour, on est passé à 100. Donc, c'est juste ça que ça a fait. On n'est pas capable d'inventer quelque chose qui consomme moins d'énergie. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité encore. Et bon, donc ça, c'est l'aspect on observe la même chose un peu avec l'IA. Moi, à mon échelle, cette productivité-là, je la vois, puis je l'ai dit à quelques reprises, là, c'est dans les travaux de
mes étudiants, j'ai des forums de discussion. Puis avant, ben, les étudiants, je demandais de commenter, de parler d'un sujet du cours. Puis souvent, c'était un paragraphe max, là, tu sais, mal écrit, puis tu sais, c'est Ouais. maladroit, puis c'est Comme si tu censé, c'est l'écrivais en temps intéressant, réel, mais là. C'est ça, comme si tu oui, c'est l'écrivais en temps ça. Fait réel. que là, je pose la question, puis là, ben, c'est des forums, là. Fait qu'ils ont, tu sais, souvent, ils vont remplir ça le soir, puis ils réfléchissent sur des thèmes du cours, mais là, j'ai pas juste un paragraphe mal écrit, hein. Là, j'ai 12 paragraphes très bien écrits, structurés, puis à la fin, je leur dis, ben, au moins dites-moi si vous avez utilisé l'intelligence artificielle, puis à la fin de leurs 12 paragraphes, c'est toujours écrit, j'ai fait réviser Ben oui. le français par l'IA, puis l'IA m'a aidé aussi avec la structure. Ben, c'est vrai, c'est transparent, il Ah n'y a pas ouais. de fraude là-dedans, mais moi, ça me fait 12 paragraphes à lire. Puis là, j'ai 200 étudiants. Fait que là, ça fait beaucoup à lire. Puis là, je pense que c'est ça aussi, le brain fry, là, c'est que je le vois, c'est intéressant, mais à la fin, c'est moi qu'il faut qu'il lise tout ça, puis qu'il juge, puis qu'il traite. Puis c'est la même chose que Véro en parlait en entreprise, là, c'est que là, tu demandes un rapport à quelqu'un, puis habituellement, le gars, écoute, j'ai pas le temps de faire un rapport, je vais te faire une page, puis ça va être ça, puis ça va être condensé. Mais Là, il là, fait le rapport. ben, je peux en faire un rapport de 22 pages, puis je te le mets sur ton bureau, puis j'ai dit, ben, j'ai fait ça sur mon heure du midi, puis lis ça. J'ai été vraiment efficace, j'ai travaillé fort. Ouais, lis ça maintenant, puis que là, t'as le haut gestionnaire, ça se retrouve tout sur ses épaules, puis là, la pile de documents augmente sur son bureau. Puis lui, ben, à la fin, c'est lui qui doit valider si tout ça a du sens, si ça a de la pertinence. Donc, on doit le lire, on doit faire la même épreuve, puis là, on corrige du texte rédigé par des IA, puis par des personnes qui ont donné quelques prompts à une IA sur Et, l'heure du midi, là. et là, c'est l'éthique individuelle qui embarque aussi. Par exemple, si à un moment donné, tu en as trop, ben, ça peut arriver que tu lises pas ou tu lises en diagonale ou que tu l'envoies toi-même dans la machine pour vérifier faire un compte-rendu. Je dis ça. C'est là qu'on en est. C'est là qu'on arrive là, avec ça. Ouais, c'est ça. Là, t'as des profs, t'as des gestionnaires qui font ça, qui prennent le document, mais il est trop Ouais. grand, il est trop dur à. Fait que je vais le faire synthétiser Ah ouais. par Moi, une IA. j'ai. Fait que là, OK, fait que là, il y en a qui servent de l'IA pour produire du contenu, l'autre il sert du contenu pour résumer avec de l'IA, puis à la fin, mais il y a beaucoup de perte de temps, d'énergie, puis un moteur qui tourne à 100 000 à l'heure, puis qui perd un petit peu d'énergie à travers ça, là. Mais ce que tu as, par exemple, c'est que tu as tout le monde dans toute cette chaîne-là, même si plus personne se lit et envoie ça dans des outils et tout ça. Il y a quand même des gens surchargés en bout de ligne. Les gens en font plus quand même avec ça qu'avant. Brain Puis, fry. oui, et puis aussi, ce que ça disait, c'est que ben, c'est tout le travail là, de supervision. Là. C'est parce que l'article parle même de babysitting. C'est-à-dire que un babysitting en continu là, pour surveiller des outils qui dorment jamais. Là. Donc, c'est un peu de transformer le travailleur en super babysitter d'une centaine, ben là, ça exagère, mais d'une centaine d'agents artificiels là, qui travaillent, mais qui doivent constamment vérifier ce qui est fait. Donc, il y avait ça, mais ce que je voulais faire aussi, c'était une petite mise en relation avec un post que j'ai vu passer sur LinkedIn là, d'une personne que je connais, qui n'est pas dans mes contacts, c'est juste un like qu'un de mes contacts a fait sur ce post-là, mais j'ai trouvé ça intéressant. Bon, Sylvain, je l'ai pour toi, là. Moi, je l'avais pris en note. Elle s'appelle Sandrine Henkinbrent. Donc, Henkinbrant. Sandrine, qui habite à Montréal, me semble-t-il. Citation du post. J'ai une maîtrise en communication visuelle obtenue il y a presque 30 ans à la Cambre à Bruxelles. 30 ans, une durée suffisamment longue pour avoir connu les disquettes, les CD-ROM interactifs, les sites web en flash et les clients qui demandaient quelque chose de jeune et dynamique sans savoir ce que ça voulait dire. Et lorsque je lis ce genre de nouvelles sur l'IA, je trouve ça un peu triste. Je pensais naïvement que le futur ressemblerait à ça. Un robot fait mon ménage, vide mon lave-vaisselle, plie mes draps contours sans provoquer une crise existentielle et nettoie la litière du chat pendant que moi, je crée des images, j'écris des histoires et je réfléchis à des concepts. Mais non. Apparemment, le futur a décidé que je continuerai à faire mon ménage moi-même tout en étant mis en compétition avec une machine capable de générer 47 logos, 12 illustrations et une campagne publicitaire complète avant même que j'ai terminé mon premier café.
Et ça, c'est intéressant parce que si on fait une analogie avec la révolution de l'électricité, par exemple, un des accomplissements des effets de l'électricité, c'est qu'elle elle a transporté la mécanisation qui avait lieu sur les usines, dans les usines, les manufactures, dans les foyers domestiques. C'est-à-dire les machines à laver, réfrigérateurs, lave-vaisselle, grille-pain, sèche-linge. Et ces inventions-là ne se sont pas contentées de rendre les maisons plus confortables et agréables à vivre. Hein. Ils ont aussi remplacé des tâches qui étaient traditionnellement exécutées par des femmes, hein, les femmes au foyer, des tâches qui étaient non rémunérées, ce qui leur a permis d'intégrer le marché du travail et d'occuper des emplois rémunérés dans l'industrie. Donc, mais là, c'est le mouvement contraire qu'on voit. Ben là, c'est ça. Qu'est-ce que ça libère? C'est un peu le propos de l'article. C'est qu'est-ce qui est libéré? Qu'est-ce qui est libéré? Quel est l'effet de libération ou peut-être de traduction dans des tâches peut-être un peu plus bénéfiques, utiles, qui procurent plus d'accomplissement personnel? C'est un peu ça la question. C'est ça, parce que dans le discours, c'est ce qu'on entend. Là. Ouais. C'est des artistes qui disent « J'aime ça dessiner. Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui me remplace? J'aime ça prendre des photographies. Comment ça se fait que j'aime ça faire du cinéma? Pourquoi vous créez des outils qui font des vidéos? Hein? J'aime ça. J'aime ça écrire. J'aime ça faire de la BD. J'aime ça faire des... Pourquoi vous créez des outils qui... J'aime ça faire de la musique. C'est ça que j'aime Pourquoi faire, vous créez un outil qui veut me remplacer? Par contre, j'aime pas passer le balai, j'aime pas, tu sais, il y a des affaires, puis là, on l'a pas la technologie. On l'a pas, ouais. OK, ben s'il y a des entrepreneurs en ce moment, c'est ça, là. C'est ça qu'on veut comme technologie. Parlez-vous. C'est ça qu'on souhaite. OK, ben on va conclure là-dessus, Sylvain. Merci de ta participation. Une chance que tu étais là. J'espère que nos auditeurs ont bien aimé cette version écourtée. Ben écourtée, c'est quand même 45 minutes. C'est un sacrifice pour l'équipe. Sacrifice pour l'équipe, un petit café macchiato, espresso macchiato. On a bien fait ça. Donc, merci j'allais remercier mes collaborateurs. Merci à Sylvain Munger. Merci, c'était le fun. Hein? J'aimais ça, moi, en formule expresso. Pourtant, j'aime pas l'expresso, mais bon. On se fera ça. Écoute, de temps en temps, un petit espresso, ça fait du bien. Ça nous requinque. Ça nous redonne de l'énergie. Requinquez, vous ferez vos recherches sur le vocabulaire québécois. Ce sera tout pour notre 136e épisode d'IA Café. Merci à vous. Merci à toi, passionné d'intelligence artificielle, pour ton écoute assidue. Merci de nous faire une petite place dans ton quotidien là, pendant que tu prends ta marche. Tu es dans le métro, dans le trafic. Qu'est-ce que tu fais là, pendant que tu écoutes ce podcast? Promener le chien. Il y en a qui font ça en promenant le chien. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.